Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être juste consacrée à un résumé du meilleur des mondes. Alors au départ ce résumé j'avais prévu de le mettre dans une autre vidéo plus longue, mais en fait je me suis aperçu que la vidéo serait trop longue et j'ai finalement décidé de le mettre à part. Donc c'est un résumé qui dure à peu près 8 minutes et évidemment il y a plein de choses que j'ai laissées de côté, mais quand même il y a des spoils et puis surtout si vous le regardez vous saurez comment le roman se termine. Ceci étant dit, dans les prochaines vidéos quand on va analyser un peu le roman, si vous ne l'avez jamais lu ou si vous n'avez pas vu ce résumé, ce que je vais raconter pourrait peut-être vous paraître un peu abstrait. Donc c'est à vous de voir. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. L'histoire se déroule quelque part en 2500 après Jésus-Christ. Les êtres humains sont tous regroupés dans un état mondial dont la devise est communauté, identité, stabilité. Alors techniquement, on n'est pas vraiment en 2500 après Jésus-Christ parce que le calendrier chrétien n'existe plus. Nous sommes en fait en l'an 632 de NF, et NF c'est pour notre Ford, et oui, c'est bien de ce Ford-là qu'il s'agit. Henry Ford, celui des automobiles et de la méthode industrielle. Parce que dans cette société, Henry Ford est une sorte d'entité sacrée. Il n'y a plus de Jésus, de Mahomet ou de Bouddha, non, tout ça c'est fini. Maintenant, la grande figure spirituelle, c'est Henry Ford. C'est chelou. Et c'est loin d'être le seul truc bizarre. DIC, ça veut dire directeur de l'incubation et du conditionnement. Alors lui, socialement, c'est un personnage hyper important. Vous l'avez pas mal réussi? Cela dépend comment vous l'interprétez. Oui, parce que le centre d'incubation et de conditionnement, c'est là qu'on fabrique les futurs citoyens. Et attention, quand je dis on les fabrique, c'est pas une figure de style. On les fabrique littéralement. Dans le meilleur des mondes, la reproduction naturelle n'existe plus. Les enfants sont conçus dans des éprouvettes et surtout, ils sont fabriqués en fonction des futurs besoins de la société. Et il se trouve que cette société est divisée en castes. Tout en haut, vous avez les alphas qui vont occuper les fonctions les plus importantes et puis on descend dans l'échelle sociale comme ça, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Un des principes les plus importants dans le meilleur des mondes, c'est la stabilité. Pour que ça tourne bien, chacun doit rester à sa place. Il faudrait pas par exemple qu'un delta se dise un jour, tiens, moi j'aimerais bien devenir président ou chercheur. Non. Un delta c'est conçu pour travailler à l'usine. Point. Ou dans les champs, mais c'est pareil. Donc pour être sûr que chacun reste à sa place, on s'arrange pour que chaque citoyen ait des prédispositions qui vont correspondre à sa future caste. Et pour faire ça, ils ont découvert un truc génial, la privation d'oxygène. J'en ai moi-même dessiné les plans et j'ose dire que c'est réellement un chef-d'œuvre. Vous prenez un embryon, vous l'empêchez de respirer pendant quelques minutes, et ça ralentit le développement de son cerveau. Ça marche hyper bien. Plus la caste est basse, plus on limite l'oxygène. Il suffit juste de régler la molette, quoi. Ce qui fait qu'on décide bien avant votre naissance de ce que vous allez être. Si vous avez de la chance et que vous êtes censé être un alpha, vous allez ressembler à quelque chose comme ça. Par contre, si vous êtes un delta ou un epsilon, vous allez ressembler plutôt à ça. Hey, vous êtes des vedettes de la télé? Voire carrément à ça. Alors ça, c'était pour l'incubation, mais après il y a la deuxième couche, le conditionnement, c'est-à-dire l'assujettissement de la volonté humaine à un déterminisme. Oui, je l'ai lu dans le dictionnaire. Alors je vous donne un exemple. Vous fabriquez un individu delta, vous n'avez pas besoin qu'il sache lire puisque de toute façon il va aller travailler dans les champs ou à l'usine. Et en plus lire des bouquins, ça pourrait lui donner des idées, et ça c'est pas bon. Stabilité. Alors eux, ce qu'ils font, c'est que quand les deltas sont encore tout bébés, ils leur montrent des photos de livres et en même temps ils leur balancent des sons stridents dans les oreilles. Très vite, les enfants associent les livres et la douleur, inconsciemment. Et toute leur vie, ils vont détester les livres sans savoir pourquoi. C'est horrible, mais c'est efficace. Alors ça a l'air horrible comme ça, mais les gens sont heureux. Grâce à l'incubation et au conditionnement, ils n'ont pas les capacités cognitives d'imaginer une situation qui pourrait être différente de la leur. Ni même d'imaginer un autre monde d'ailleurs. Ce qui fait qu'ils ont l'impression de vivre dans le meilleur des mondes. Ils acceptent tous joyeusement leur destin. Conséquence, tous les sentiments négatifs du type jalousie, rancœur, haine, envie, etc., ça a disparu. Les gens bossent un peu, mais ça va, ils ont des tonnes et des tonnes de loisirs pour s'occuper, le libertinage est fortement encouragé, tout le monde couche avec tout le monde, ce qui fait que les gens ne s'attachent plus à une personne en particulier, mais à l'ensemble de la société. Ils se fondent avec bonheur dans le grand tout universel. Et juste pour être sûr que ce soit bien stable, juste au cas où, ils doivent consommer très régulièrement une drogue très puissante, le soma. Le soma, c'est une drogue qui vous met dans un état de plénitude totale, mais sans effet secondaire. Une drogue idéale, quoi. Bref, les gens se sentent bien, ils acceptent leur destin sans se poser de questions, ils vivent à la cool. Mais il y en a quand même un qui se pose des questions. Et il s'appelle Bernard. Bernard Marx. Oui, il y a un jeu de mots. Bernard est psychologue et membre de la caste alpha. Et normalement, les alphas sont tous grands et beaux, alors que Bernard, lui, il est petit et chauve. Et il le vit pas très bien. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Alors Bernard, cette société, elle lui plaît pas du tout. Lui, il sent qu'il y a un truc qui va pas. Notamment, il trouve que ses concitoyens, ils sont quand même un peu concons. Ils sont là, ils s'amusent tout le temps, ils prennent de la drogue, ils se posent jamais de questions. Alors que lui, il se pose des questions. Mais il le fait pas publiquement non plus, il est discret. Il fait des petits sous-entendus dans les conversations. J'adore le rotin. Les gens l'aiment pas trop. Ils le trouvent désagréable. Mais il y a quand même deux personnes qui l'aiment bien. Deux membres de la caste alpha. Alors la première, c'est Lénina. Elle, ce qu'elle comprend pas, c'est pourquoi c'est mal vu de rester longtemps avec la même personne. Mais son problème, c'est qu'elle est accro au soma, ce qui fait que dès qu'elle se pose trop de questions, elle avale un cachet et on n'en parle plus. Tu es stone. Alors le deuxième, c'est Helmut Watson, et lui c'est tout le contraire de Bernard, parce qu'il est beau, il est intelligent, il est brillant, enfin, je veux dire le mec il est maître de conférence, il est ingénieur, il est cinéaste, il écrit de la poésie, c'est une vraie star.
Thank you. Et Watson aussi se pose des questions, mais lui c'est plutôt en mode « Je suis beau, je suis intelligent, j'ai tout réussi, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il me manque quelque chose. » Le mec énervant, quoi. Alright. Alors Bernard et Lénina flirtent un peu ensemble, mais ça se passe moyen. Lénina trouve que Bernard il est marrant à se poser des questions, mais elle le trouve quand même bien radical. Finalement, elle le trouve un peu chiant. Et surtout, ils doivent partir en vacances, mais ils ont pas du tout les mêmes envies. Parce que Bernard, lui, ce qu'il veut, c'est aller visiter une réserve de sauvages. Sur la planète, il y a ce qu'on appelle des réserves de sauvages. Alors en gros, ce sont des individus qui n'ont pas rejoint cette société et qui vivent encore à l'ancienne. Ils me saoulent, moi, ces gens-là. Et il se trouve que pour y aller, Bernard a besoin de l'autorisation du DIC. Donc il va le voir, il lui dit que pour ses études de psychologue, oui, ce serait bien, enfin bon bref, il essaie de l'embrouiller, et là le DIC a une réaction totalement inattendue, il va lui faire une confidence intime. Dans cette société, c'est pas trop le genre de truc qui se fait, non. Le DIC lui raconte qu'il y a longtemps, il était amoureux d'une femme. Ça non plus d'ailleurs, ça se fait pas. Il est parti avec elle en voyage au Nouveau-Mexique, et lors d'un terrible orage, elle a disparu. Il ne l'a jamais revue depuis, et il pense qu'elle est morte. Alors pendant ce temps, Bernard il est là en face, il le regarde, il sait pas trop quoi dire, et là le DIC se rend compte qu'il a fait une connerie, parce qu'il aurait jamais dû faire de confidence. Du coup, il s'énerve, et il passe un savon à Bernard, il le défonce. Il lui dit même, si tu continues avec tes sous-entendus, je te fais exiler en Islande. Je sais pas ce qu'ils ont contre l'Islande. En tout cas, Bernard a eu son autorisation, il va pouvoir aller au Mexique. Pour le voyage se passe pas très bien. À peine arrivé, Bernard apprend qu'il va finalement être exilé en Islande. Mais bon, pour l'instant, il est là, il observe un peu, il est content, il est en mode ethnologue. C'est combien la statue là? Le masque? Et voici que débarque un beau jeune homme. John est un grand blond aux yeux bleus qui parle anglais. Ça se voit direct qu'il est pas du coin. Sa mère non plus d'ailleurs. Ça fait des années qu'elle est coincée ici et elle en a trop marre. Et il se trouve que cette femme, c'est celle dont le DIC parlait précédemment, celle qui a disparu et qui croyait morte. Non seulement elle est pas morte, mais en plus elle était enceinte. Et John, c'est son fils. Et c'est donc le fils du DIC. Bernard comprend tout de suite que le DIC a eu un enfant selon la méthode naturelle, ce qui est interdit. Et comme le DIC veut faire exiler Bernard, et Bernard va se servir de ça. Il va donc voir John et Linda et il leur propose de venir à Londres avec lui. À peine rentré à Londres, Bernard se fait choper par le DIC, et là il lui sort sa carte, tiens regarde je t'ai ramené un souvenir. John et Linda débarquent, le DIC est humilié publiquement, et Bernard est sauvé. Alors Bernard se met à organiser des conférences un peu partout en mode venez voir la bête, et il devient vite célèbre. Ce qui fait que ses idées subversives, Bernard il commence à les mettre un peu de côté. Il se dit qu'il y a moyen de s'arranger avec tout ça. Et il se permet même de donner des conseils au grand administrateur mondial, Mustapha Meunier. Alors Mustapha Meunier, on n'en a pas encore parlé, mais lui, dans la hiérarchie du meilleur des mondes, c'est genre ça. L'ordre et la sécurité. Ce qui fait que les conseils de Bernard... Bref, Bernard chope la grosse tête et devient très désagréable. Oui, c'est à quel sujet? Tout sujet, monsieur, vous êtes chez moi. Bon, il se met à snober Lénina et à aller draguer à droite et à gauche. Bernard, je déteste dormir seul. C'est là qu'on se dit, ça va mal tourner. Effectivement, ça va mal tourner. Un soir, Bernard doit présenter John devant tout le gratin londonien. Les places se sont vendues à prix d'or, la salle est pleine, sauf que John ne veut pas venir. Parce que John, lui, il aime pas du tout cette société. Ce qu'il veut, c'est retourner vivre chez les sauvages. Alors Bernard essaie bien de le convaincre. Ouvre cette porte immédiatement, je défonce. Mais il n'y a rien à faire. Du coup, bronca général dans la salle. Bernard est foudroyé en pleine gloire, c'est la déchéance. À partir de là, tous les personnages dépriment, ils se font tous la gueule, et c'est dans cette ambiance que John apprend que sa mère va mourir. Il va à l'hôpital, et là il pète un plomb. Il se met à courir partout, et à hurler sur tous les gens qui se trouvent là. Ça part en bagarre générale, et Bernard et Watson arrivent à la rescousse. Enfin surtout Watson, il fonce dans le tas, direct, parce qu'il est beau. La police arrive et ils embarquent tout le monde. Et c'est Mustapha Meunier qui vient en personne pour prononcer la sentence. Exil pour Bernard et Watson. John arrive à s'échapper et il va se planquer dans un vieux phare. À partir de là, il vit en ermite, tranquille, dans son coin. Sauf qu'un jour, il se fait repérer par des journalistes. Et à partir de là, ils vont plus le lâcher. John, il essaie de s'en débarrasser. Il leur met des coups de pied au cul, il fait ce qu'il peut, mais il l'écoute pas. Et un jour, John finit par se pendre. Alors voilà pour le résumé, et comme je disais précédemment, je suis passé sur plein de trucs. Alors je tiens quand même à dire que le découpage en chapitres que j'ai fait ne correspond pas à celui du livre, mais c'était pour les besoins de la vidéo. Maintenant, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo, et on pourra commencer l'analyse du meilleur des mondes. En attendant, portez-vous bien.